Ravi de vous retrouver sur Digital Congo Télévision et FM pour ce nouveau numéro du magazine Entretien. Ce soir, on s'entretient avec M. Freddy Mulumba, qui n'est plus à présenter, journaliste, écrivain, politologue. Avec lui, on parlera de l'actualité qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. M. Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue. L'actualité au pays reste dominée par la situation sécuritaire qui reste tendue dans l'Est du pays. Et c'est dans ce contexte-là qui s'est tenu récemment à Luanda un sommet au cours duquel il a été décidé de l'envoi en RDC des troupes de la SADC. Mais avant d'aborder ces sujets, dites-nous dans quel environnement mondial évolue actuellement la République démocratique du Congo? Madame, merci beaucoup. Je pense que nous traversons une période de transition, je dirais, de mutation sans précédent dans l'histoire mondiale. Donc, pendant 5 siècles, l'Occident était le seul à montrer la voie. Et pendant cette période, il y a tout un système économique qu'on peut appeler capitalisme, qui était là qui était utilisé comme méthode d'accaparement ou de prédation. On prend ce qui est chez les gens pour s'enrichir. Donc accaparement par prédation en quelque sorte. Ça signifie qu'il a fallu qu'il y ait l'esclavage, la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme ou binocolonisation. Ce cycle du capitalisme est arrivé à la fin. Il y a un nouveau cycle qui s'installe, qui commence à s'installer. Pour devenir riche, ou bien pour devenir puissant sur le plan économique, il faut utiliser la connaissance, la science, les technologies. Des pays comme la Chine, des pays comme la Corée du Sud, se sont enrichis sans faire de guerre, sans faire de pillage. Donc nous quittons d'un capitalisme de prédation vers un capitalisme de connaissance ou bien de connaissance ou bien de la science, où la science est beaucoup plus utilisée pour s'enrichir. Et actuellement, ça a quand même eu une conséquence. Parce que sur le plan géopolitique, les choses ont basculé. Vous avez la Chine qui est apparue d'un côté, de l'autre côté, vous avez l'Amérique qui est à la tête de l'Occident. Donc, ils n'ont pas la même vision du monde. L'Amérique parle de la compétition, de la concurrence entre grandes puissances. La Chine dit non. Elle ne veut pas de compétition, elle ne veut pas de concurrence. La Chine préfère la coopération et la coexistence entre États et entre puissances. Donc, c'est notre logique. Les Américains, beaucoup plus procèdent par, je dirais un peu, par des guerres. Les Chinois procèdent par le commerce. Donc, c'est deux visions du monde qui sont très différentes. Maintenant, dans toutes ces mutations géopolitiques, dans toutes ces mutations du capitalisme, parce qu'il faut dire que la Chine a un capitalisme d'État et l'Amérique a un capitalisme d'entreprise. Et ces deux capitalismes s'affrontent. Et dans cet affrontement, où est la place de l'Afrique? Où se situe la RDC? D'abord, c'est l'Afrique. Oui. Je pense que pendant la période où l'Occident avait le monopole, on était appelé à suivre les modèles de développement, on peut dire les paradigmes de développement qui étaient liés à l'histoire occidentale, au modèle occidental. Maintenant, ce modèle est en crise. Il y a des Africains qui ont publié, qui ont fait des recherches pour développer d'autres concepts ou bien d'autres stratégies sur base de la Renaissance africaine. Donc, dans ces mutations, l'Afrique propose la Renaissance africaine comme paradigme par rapport au paradigme chinois, au paradigme américain ou bien occidental. Et quand on revient au Congo, c'est là où il y a un problème très sérieux. Nous sommes encore dans les paradigmes occidentaux, le développement occidental, donc nous devons suivre le modèle occidental. On n'a pas encore fait appel à nos chercheurs, nos philosophes, nos historiens, pour construire
un paradigme de la renaissance du Congo. Je pense que le président Tshisekedi en avait parlé dans son modèle RDC, renaissance, développement et crédibilité. Donc, le mot renaissance apparaît. Dans ce mot renaissance, il faudrait qu'on donne un contenu par rapport à notre histoire, par rapport à nos intérêts, pardon. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui doivent beaucoup plus réfléchir, analyser et produire de nouvelles pensées, de nouveaux paradigmes pour permettre à ce que le Congo évolue ou bien le Congo se modernise. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Mais comme il y a des grandes puissances qui s'affrontent pour le Congo, nous sommes au cœur des enjeux entre la Chine et l'Amérique. Nous avons beaucoup plus de matières stratégiques, de minerais stratégiques. L'Amérique en a besoin pour sa sécurité nationale. Nous avons la Chine qui a le contrôle des minerais stratégiques. Donc on peut dire 80% des mines congolaises sont contrôlées par les Chinois. Ce ne sont pas les Congolais qui ont vendu, ce sont les Américains eux-mêmes, qui ont vendu ces minerais aux Chinois. Donc ce ne sont pas des Congolais. Pendant cette période, quand ils sont venus avec la FDL, ils ont pris toutes les mines qui étaient les mines les plus riches. Par exemple, Tengue Fungurume a été vendu aux Chinois, pas les Américains. Ce n'est pas l'État congolais. L'État congolais n'était même pas au courant. Donc nous sommes dans cette difficulté là où les Américains veulent qu'ils contrôlent le Congo, contrôlent les minerais, face à leur compétition avec la Chine. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si je parle de tout ça, c'est pour que les gens comprennent pourquoi cette guerre perdure. C'est depuis 1994 jusqu'à ce jour. Pourquoi on ne trouve pas de solutions? Alors que les solutions sont là, pourquoi on ne les applique pas? Donc il faudrait toutefois faire appel, faire référence et faire appel à l'histoire d'une part et d'autre part aux mutations géopolitiques qui s'opèrent sur le plan international pour comprendre ce qui nous arrive. Alors face à ces deux visions différentes qui s'affrontent, quelles sont les relations que la RDC entretient avec ces différentes puissances? Je pense que les relations que nous avons avec la Chine sont des relations économiques. La Chine a beaucoup investi ici dans des mines. C'est le premier investisseur étranger au Congo. De l'autre côté, l'Amérique n'a pas investi. Donc ça peut s'expliquer par les systèmes économiques. En Chine, c'est l'État chinois, on peut pas, les partis communistes chinois qui décident pour les grandes entreprises ou bien qui couvrent les grandes entreprises qui vont investir au Congo, dans des mines. Ces communes a le soutien, mais les parapluies, l'État chinois ou bien des partis communistes chinois. Mais par contre, les hommes d'affaires américains n'ont pas de compte à rendre au pouvoir politique. Ils sont libres d'investir ou pas. Donc ce qui fait qu'ils font les calculs de coûts et bénéfices, ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup plus en bourse que venir investir au Congo. Donc on peut dire que la relation entre la RDC et les États-Unis n'est pas vraiment du tout rentable pour la RDC. On peut le dire comme ça. Oui, on ne gagne rien en quelque sorte. On ne gagne rien. Cette relation nous a causé beaucoup de problèmes parce que toutes les guerres qui sont à l'est du Congo, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie. Ce sont des multinationales américaines qui nous font la guerre pour piller nos richesses. Ils ne veulent pas accepter de venir acheter normalement nos minéraux. Ils préfèrent passer par l'Ouganda et le Rwanda pour piller. Donc, ils sont encore dans une logique de capitalisme de prédation. Ils ne sont pas dans la logique de capitalisme de connaissances où on doit s'enrichir parce qu'il faut investir dans la science ou bien dans la nouvelle technologie. Et ils préfèrent venir armer le Rwanda, armer l'Ouganda pour venir piller nos richesses. Mais on note quand même un changement de narratif de votre part. Je me rappelle dans une des émissions, je vous posais la question de savoir pourquoi ne pas se tourner vers la Russie plutôt que de continuer à collaborer avec les États-Unis qui avaient montré que les relations n'étaient pas vraiment rentables pour la RDC. Vous disiez qu'il était beaucoup plus bénéfique pour la RDC de se tourner vers les États-Unis que vers la Russie. Oui, ça signifie quoi? Ce n'est pas changement de narratif. Ça signifie que ce soit l'Amérique, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ils sont en compétition entre grandes puissances. Donc, ce qui les intéresse, c'est leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts.
nous devons savoir définir les nôtres. Qu'est-ce que nous voulons? Ça signifie que si nous décidons où sont nos intérêts, comment les défendre, on peut travailler avec la Chine, on peut travailler avec l'Amérique et travailler avec la Russie. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle les multi-alignements. Un pays comme le Vietnam. Le Vietnam travaille avec les Américains, il travaille avec les Chinois. Ce n'est pas interdit. Mais la grande difficulté chez nous est que nos élites politiques, nos élites, dans notre classe politique de manière générale, a toujours tendance à attendre le soutien extérieur. Ou bien il accède au pouvoir grâce au soutien étranger. Et dès qu'ils sont au pouvoir, ils ne vont pas travailler pour notre peuple, ils vont travailler pour les intérêts étrangers. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Donc les problèmes, c'est nous-mêmes. Donc tant qu'on n'a pas changé donc, notre manière de voir la vie, de voir le monde, nous allons toujours subir. Si aujourd'hui les Américains ne le font pas, les Chinois vont le faire demain. D'ailleurs, vous les voyez à l'Est, il y a des Chinois, des individus, des PV chinois qui sont dans des mines qui Kinshasa n'est pas au courant. Ce sont des Congolais qui sont partis les prendre pour venir les piller. Donc tant que les Congolais n'ont pas compris qu'il faut définir nos intérêts et nous battre pour ça, je pense que tout ce qu'on fait ici n'ira pas très loin. Mais ce travail-là, M. Freddy Mulumba, qui doit le faire? C'est d'abord les élites intellectuelles. Et parmi ces élites intellectuelles, je prends les universitaires d'un côté, de l'autre côté, les journalistes. Parce que ce qui crée une opinion, ce qui formate un peu la vision d'une société ou bien d'une population. D'abord à travers l'école, à travers les recherches, à travers l'enseignement. Ensuite, à travers les médias. Je vais être un peu pratique. Depuis que cette guerre a commencé, vous pouvez me dire combien de séminaires, combien de débats sont faits sur la crise à l'est du Congo. Même si ces débats sont faits, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas même s'y référer. Sans que les drames, les gens qui sont au pouvoir ne comprennent pas qu'il faut écouter les intellectuels congolais, écouter les journalistes pour bien gérer la situation. Mais comme beaucoup, pour la plupart, travaillent pour les intérêts étrangers, nous n'en avons pas besoin. Donc c'est là où moi j'ai dit qu'il faut que les intellectuels, les journalistes, les chercheurs, les universitaires se prennent en charge. Produire la pensée, produire des paradigmes, mais permettre à ce que ces paradigmes, cette pensée soit vulgarisée dans la société à travers les médias. N'attendez pas que les autres, les Occidentaux, bien les Chinois, viennent vous dire non. Occupez-vous de vos intérêts, occupez-vous des problèmes qui sont dans votre pays pour vulgariser les solutions. Donc c'est à nous. Donc ce qui nous arrive, nous sommes responsables. Voilà pourquoi il faut changer la classe politique. Il faut, je dirais un peu, réinventer l'université. Tout est à refaire aujourd'hui. Nous sommes dans un vide, je dirais, intellectuel, dans un vide étatique. Nous sommes dans un pays, dans ce qu'on appelle dans un état failli, d'une manière un peu générale. Il n'y a pas d'état au Congo. Les gens s'embrouillent sérieusement. Donc, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si aujourd'hui les Chinois disent non, nous nous retirons, on ne veut pas faire ce que les Américains font, ce que les autres, les Indiens, les Pakistanais font, ils disent mais si nous nous retirons, les autres vont le faire. Donc mieux vous êtes là-bas parce que ces gens ne comprennent rien. Ce qui arrive ici. Ils disent mais les Congolais là, ils ne comprennent pas. Nous on ne peut pas travailler à leur place. Donc mieux vaut faire ce que les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Rwandais, les Ougandais font. Donc c'est à nous maintenant de prendre la décision de faire par tous les moyens pour définir nos intérêts et comment les défendre. Donc nous avons notre destin en main qu'il faut prendre. Donc ici vous lancez un appel à l'élite congolaise de prendre ses responsabilités en main. Exactement, il faut que l'élite parvienne à s'organiser. On ne peut pas comprendre. Un pays très riche comme le nôtre, vous avez une population pauvre. Il suffit d'aller à Kinshasa, ce n'est pas en dehors de Kinshasa, tout près ici. Il faut voir dans quelle misère se trouve notre peuple. Quand vous quittez Kinshasa, vous descendez en ville. Chaque soir, il n'y a que des fêtes. Et les gens s'enivrent. Dans la République de la Gombe. Oui, ils s'enivrent avec la champagne et des whisky. Donc vous avez des classes qui s'opposent. Et cette classe qui est à la Gombe travaille avec les Indiens, les Chinois, les Pakistanais, les Rwandais, les Libanais et les Burundais, pardon, les Ougandais. Ce sont les maîtres aujourd'hui au Congo. Mais le peuple est abandonné.
Donc il n'y a que l'élite, donc l'élite intellectuelle, les journalistes tout comme les universitaires, qui doivent faire un grand effort pour changer la donne. Mais la population elle-même aussi a une part de responsabilité. Parce que très souvent, on voit quand même qu'elle est très passive. Non. Elle est très passive. Deux fois, pour ses propres droits, elle ne s'est pas revendiquée. Ce n'est pas la population. Ceux qui revendiquent beaucoup plus, donc qui canalisent les revendications de la population, c'est l'élite. Or, l'élite est corrompue. Tel que nous avons aujourd'hui. Tellement corrompue. Une élite qui ne voit que l'argent à tout moment. C'est une élite qui abandonne le peuple. Le peuple est prêt. Parce que tu vois, ces gens sont dans une misère incommensurable. Il suffit de lancer un mot d'ordre. Tout le monde est dans la rue. Je te prendrai l'exemple, le jour où on a le 2 août 1998, quand les Rwandais et les Ougandais sont entrés pour prendre le pouvoir à Kinshasa. Il a fallu que Mouzé donne un mot d'ordre. On veut prendre votre pays. Les populations de Kinshasa s'est prises en charge. On a stoppé ces gens avant que les troupes zimbabwéennes et angolaises entrent en danse. Donc le peuple est prêt. C'est l'élite qui est corrompue et l'élite qui n'a pas une vision de grandeur et l'élite qui n'a pas une vision de puissance, l'élite qui n'a pas des ambitions. C'est l'élite maintenant qu'on a aujourd'hui au Congo. Des jouisseurs, des gens qui passent tout leur temps à boire, à danser. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Nous sommes en pleine guerre. Bunaganda est occupé. Vous avez un concert au stade Martyr. Oh, Fali Poupa a rempli le stade. Vous avez Oazé quoi? Encore une troisième, c'est qui encore qui a tenté aussi de remplir le stade. C'est pas sérieux ça. Donc ça prouve que notre problème, cette élite ne comprend rien. Si on ne la change pas, le Congo disparaît. Pendant ce temps, il y a aussi des musiciens congolais qui vont aller livrer des concerts au Rwanda. C'est curieux. C'est comme, je dirais un peu, un juif. On est en train de tuer les juifs par Hitler. Les juifs vont encore chanter pour les Allemands. Ce qui nous arrive, 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, 500 000 femmes violées. Vous allez chanter au Rwanda, pour dire ça marche au Rwanda. Et là, je félicite un peu les joueurs de tout-puissant Mazembe qui ont refusé de porter les maillots sur lesquels on avait écrit « Visite au Rwanda ». Ils ont refusé. Au moins, voilà les patriotes. Mais nos musiciens sont dans la danse, à part quelques-uns, comme le franco-congolais Maître Gims. Il a chanté pour le Congo, il est très clair. Il y a encore ici l'ami de Fali Poupa, c'est encore qui... Ah, le nom m'échappe. Là aussi, chanter sur le Congo. Ils ne sont pas nombreux. Donc, nos musiciens sont là pour distraire notre peuple. Donc, c'est aux élites intellectuelles et se prendre en charge, et c'est tous les journalistes. Si les médias s'organisent, font passer les informations régulièrement, les analyses et commentaires pour orienter notre population, vous allez voir que les choses vont changer. Donc ce n'est pas le peuple qui est idiot, ce sont les élites qui ne comprennent pas les véritables enjeux. Alors, on va maintenant parler du dernier sommet de la SADC. Il a été décidé que d'ici la fin du mois de novembre, les contingents de la SADC seront déjà là. Alors, ça nous fait comme ça, plus ou moins 3 forces dans l'est de la RDC. Il y a la MONUSCO, il y a la force de l'EAC et bientôt la SADC. Comment cela va se passer? Cette cohabitation sera-t-elle facile? Madame, que ce soit la SADC, tout comme l'EAC, personne ne pourra défendre le Congo si on ne le fait pas. Aucun militaire étranger ne viendra pas mourir pour le Congo. Nous sommes dans un piège où vous avez toutes les forces sur le territoire congolais qui vont centraliser. Et le piège, c'est quoi? On risque de créer une zone tampon. Il y a un dernier rapport qui est sorti, le rapport des Nations Unies, je pense de cette année, oui, au mois de mai ou bien juin. Dans ce rapport, il y a un point sur la présence de forces étrangères et congolaises sur le territoire. Il y a une conclusion. Malgré FARDC, la présence d'un FARDC, EAC, MONUSCO, et d'autres, les Ougandais, tout ça, le Congo n'est pas stable. Ça signifie quoi? Il faut une alternative. Et l'alternative, c'est quoi? C'est couper le Congo en morceaux.
Là, on risque de nous amener à ça. La SADC vient, rien n'est réglé. On dit ok, on fait comment maintenant? Ça fait plus d'une année, bien 2 ans que les troupes rwandaises sont sur notre territoire. On décède. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il faut faire la guerre pour chasser ces gens de notre territoire, on va perdre le pays. Donc c'est une erreur de se tourner encore vers la SADC. Je dirais qu'on est naïf. On est naïf parce que je prends un peu l'exemple quand vous avez pris une décision de faire appel à la SADC. C'était avant les deux sont arrivés peut-être vers le 27 juillet 1998. James Kabarebe, avec les Ougandais, ont été chassés avec l'armée ougandaise, ont été chassés par Mosé Kabila de Kinshasa. Ils sont partis à Goma. Le 2 août, ils ont pris leur avion à partir de Goma jusqu'à Quito, un commando. Ils ont commencé à avancer. Et Mosé a fait appel au peuple congolais pour dire qu'il faut résister. Le peuple a résisté. Et Mosé aussi a eu des contacts avec la SADC. Et c'est grâce au président zimbabwéen, Robert, qui a fait que les troupes zimbabwéennes soient les premières ici. Et Mugabe a pris une décision sans consulter ni son parlement, ni les gens de la SADC. L'Afrique du Sud n'était pas d'accord. Mugabe a décidé, il amène les troupes ici, à l'aéroport pour sécuriser. Ni que c'était la volonté de Mugabe, ni que c'était la confiance de Mugabe, le Congo serait parti. Donc, qu'on ne soit pas naïf. Pensez que tous les États de la SADC travaillent pour nous. Je pense que dernièrement, il y a eu le passage du secrétaire d'État américain à la Défense, qui a fait Djibouti, Nairobi et Luanda pour parler du cas du Congo. Ça signifie que dans la vision occidentale américaine, on n'existe pas. Parce qu'au Congo, l'intérieur est faible. Les élites sont très faibles. Ils passent tout leur temps de discussion inutile, ou bien ils sont manipulés par les Rwandais qui les gèrent de temps en temps et par les services occidentaux. Donc on se rend compte qu'au Congo, il n'y a pas une élite. Voilà pourquoi ils font appel à donc à l'Angola et au Kenya pour gérer la question congolaise. Donc, moi je ne crois pas que la SADC, tout comme les EAC, tout comme la MONUSCO, peuvent arriver à défendre notre pays et nous aider à récupérer nos territoires. Donc nous tendons vers la balkanisation. On a déjà fait plus de 25 ans. Dans 5 ans, on va dire qu'on est fatigué de ces pays. Les Congolais sont incapables, sont inconscients, on les divise. Mais je pense que là, on verra que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Alors, c'est dans ce contexte-là que la MONUSCO annonce l'opération Springbok pour sécuriser la ville de Goma et la cité de Sake. Mais pour beaucoup, notamment la société civile, les mouvements citoyens, c'est un piège. Alors qu'on attendait le retrait de la MONUSCO, elle nous sort un autre concept, Springbok. Est-ce vraiment un piège comme ils le pensent ou ils ont tort de le dire comme ça? C'est que je dis qu'on est naïf. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. Pourquoi cette guerre ne termine pas? Ils avaient 20 000 militaires. Ils sont incapables de combattre M23. En fait, l'ONU est complice. L'ONU est contrôlée par les multinationales. Ce n'est plus encore les États qui contrôlent l'ONU. Et chaque État qui est à l'intérieur de l'ONU défend ses propres intérêts. Nos élites congolaises sont naïves. Ils vont comprendre quand le Congo s'est réparti. Il faudrait dès aujourd'hui qu'on décide de faire la guerre au Rwanda. Je sais que derrière le Rwanda, vous avez les multinationales, surtout anglo-saxonnes. C'est que c'est une Kagame avec les Museveni. Et tant qu'on n'a pas compris à Kinshasa qu'il faut créer un rapport de force militaire, nous allons perdre le pays. On est en train de reconfigurer le monde. On a tendance à croire que les frontières héritées de la colonisation seront éternelles. C'est une erreur. Les frontières, on peut les déconstruire et les reconstruire. Tout dépendra des peuples qui habitent sur cet espace, qui ont une volonté de puissance, qui ont des ambitions de grandeur. À Kinshasa, les élites politiques n'ont ni ambition de grandeur,
ni volonté de puissance. Tous, ils sont dans la mangeoire. Regardez la manière dont on vole l'argent. On ne vole que des millions. Dans un pays sérieux, on peut voler 10 000 $, 3 000 $. Mais à Kinshasa, on te parle toujours en termes de millions. On a volé 10 millions, 20 millions, 30 millions. Et quand pour le problème va à la justice, on n'arrête personne. Donc, en fait, nous sommes dans une crise profonde de notre société. Ça demande qu'il ne faut pas seulement voir des individus, parce qu'ici, les débats des Congolais tournent autour des hommes. Il faudrait que les Congolais, ceux qui sont encore lucides, se posent la question pourquoi nous sommes dans cette situation. Et tant qu'on laisse faire les autres venir proposer des solutions comme la MONUSCO, et je vous rappelle que la MONUSCO n'a jamais gagné une guerre. Là où la MONUSCO passe, il y a des possibilités. On fait un coup d'État. Ça s'est passé ici au Congo en 1965, quand l'armée a été réorganisée. Cette armée de Mobutu a fait un coup d'État. Deuxième possibilité, la MONUSCO réussit là où on peut faire imploser les pays. C'est le cas du Soudan. C'était un seul Soudan, l'ONU est arrivée, l'ONU a travaillé, jusqu'à ce qu'on a coupé le Soudan en deux. C'est grâce aux Nations Unies. Mais là, il y avait aussi la volonté de la population noire. Il n'y avait pas la volonté de la population. C'est faux, il y avait un problème d'intérêt. Le Sud était beaucoup plus riche avec le pétrole. Les Nord étaient pauvres, les Nord étaient plus, on peut dire, arabes. Le pétrole était chez les Noirs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois ont investi beaucoup plus dans le pétrole au Soudan. Les Américains voulaient récupérer cet espace-là. C'est comme ça qu'on a coupé le Soudan en deux, pour empêcher la Chine d'avoir accès au pétrole. Aujourd'hui, les Chinois sont partis. Regardez ce qui se passe. Les Noirs maintenant s'entretuent. C'est un problème d'intérêt. Ce n'est pas un problème de race ou bien un problème de culture. C'est qu'on veut faire entendre, qu'on veut dire aux gens. C'est faux. Et là où il y a des hommes sérieux, du Sud, c'est en Angola. On a chassé la MONUSCO, l'ONU, pardon. Ils étaient en Angola, on les a chassés. Dès qu'on les a chassés, on a neutralisé Savimbi. L'Angola aujourd'hui est debout. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont des volontés, qui ont le sens de l'histoire. À Kinshasa, il y a trop de mercenaires qui sont au pouvoir. On n'a pas une classe politique ici. Et si nous continuons comme ça, nous allons perdre le Congo. Donc, moi je demande qu'on fasse la guerre. Quand on fait la guerre, on va nous respecter. Ça fait partie de la politique. Vous pensez que Kagame a occupé ce territoire et vous pensez qu'il va reculer, il va laisser ce territoire grâce aux négociations. Vous êtes des fous. On décide un jour ici avec la population, à partir de Goma. Goma et Bukavu. On décide 3 millions de personnes. On entre à Kigali. Il n'y a pas de pouvoir. Hein? Sans armes. Hein? 3 millions seulement. Le peuple décide, nous sommes à Kigali. Fini le pouvoir à Kigali. On va nous respecter. Mais quand on est là, les gens meurent à Kinshasa, pardon, à Goma. Vous êtes à Kinshasa en train de danser. On dit, mais regardez un peuple idiot. Au lieu de penser à des problèmes qu'ils ont, le peuple là est en train de danser. Et ce n'est pas normal. Vous estimez aujourd'hui que la réponse à la crise dans l'Est, c'est la guerre? Il n'y a que la guerre. Pourtant, les sommets de la SADC tentent de remettre sur la table des négociations le président congolais et rwandais. Je pense que le président Tshisekedi est très clair. Il a fait un discours à Brazzaville. Il ne va pas négocier. Pas avec le M23. Même pas avec le Rwanda. Vous savez, ici, il y a un affrontement sur le plan leadership. Kagame n'a rien. C'est un petit pays de rien du tout. Kagame voulait se faire passer pour un grand leader de l'Afrique centrale. Tous les Occidentaux passaient par lui. C'était le modèle. Mais il n'a rien, il venait de piller au Congo. Félix Tshisekedi a dit, niet, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le Congo le leader. Il a répété à Brazzaville. Mais maintenant, il faudrait que la classe politique congolaise le suive. Il faudra matérialiser tout ça. Oui, mais c'est question de volonté politique. Mais quand vous avez cette élite que vous avez ici, une élite très faible, une élite qui ne voit que l'argent, une élite qui n'a pas l'essence de l'histoire, il n'y a pas d'avenir. Alors parce qu'on a une élite qui est faible, qui n'a pas d'ambition, de grandeur, comme vous l'aviez dit, les Wazalendo prennent les choses en main
bouleversent les calculs de M23 et se maintiennent. Doit-on comprendre que ça peut faire bouger les lignes? Oui, je pense qu'il faut faire appel à l'histoire. À l'est du Congo, il y a toujours une culture de résistance. C'est une longue tradition. Une longue tradition, oui. Donc, ils n'ont jamais accepté qu'on occupe leurs terres. Ils n'ont jamais accepté d'être des esclaves des autres. Voilà pourquoi Mosé Kabila et les autres étaient dans les maquis. Donc, les Wazalendo, ce n'est pas pour leur propre terre. Imaginez-vous, il y a 7 millions de déplacés internes. Ils fuient, ils viennent vers les grandes villes de Bukavu et Goma. Mais qui reste ici dans la terre, donc sur leur terre là? C'est occupé par des Rwandais. Les Wazalendo se battent pour qu'on puisse récupérer nos territoires. Mais il faut les encadrer. Qui doit les encadrer? L'État congolais. Ce sont des Congolais qui se battent. Parce que l'armée a des difficultés, l'armée est infiltrée. C'est les détenteurs de la terre disent non, nous nous défendons nous-mêmes. Il faut les encadrer. Quelquefois, il ne faut pas écouter ce qu'ils viennent vous dire ici. Oh non, ce sont des groupes armés. Non. Ces Wazalendo n'ont jamais attaqué Kigali. Ils se battent pour leur propre terre. C'est au Congo de décider de les aider. Vous savez, en leur fournissant des équipements militaires. On peut donner. Ce qui compte, c'est les résultats. Donc vous êtes occupés, vous trouvez normal. Nous sommes occupés par les Rwandais, les Ougandais. Ils sont en train de déplacer des bornes. Vous demandez aux gens de croiser les bras? Mais entre-temps, il y a des accords qui nous lient. Il y a un cessez-le-feu qu'il faut observer. Si vous armez les Wazalendo, on va dire que vous avez violé le cessez-le-feu. Non, il y a quand même la stratégie. Il y a ce qui est diplomatique, on peut négocier, mais on peut faire autre chose. Parce qu'on ne les passe. Donc, vous dites non, on a fait le cessez-le-feu, mais l'ennemi est sur votre territoire. Et vous pensez que, comme l'ennemi est sur votre territoire, il va partir de lui-même. Cette histoire va terminer les jours où Kinshasa, tous les Congolais prendront la décision de chasser les troupes rwandaises et ougandaises des territoires congolais. Et je rappelle aux gens ce que Mosé Kabila avait dit. La guerre sera longue et populaire. Et il a dit aussi, ne jamais trahir le Congo. Je pense que les Wazalendo sont dans cette vision-là. C'est vrai, il y a un complot international, on veut à ce qu'on coupe le Congo, mais les peuples congolais ne sont pas d'accord. Donc c'est à nous de nous battre, de ne pas écouter ce qu'ils racontent à l'extérieur. C'est ça que je dis, nous sommes faibles. Tu es dans ta maison, quelqu'un vient, il frappe ta femme, tes enfants, et puis on te demande de négocier avec lui. C'est de la folie. Les Rwanda, l'Ouganda, avec les M23, ça fait 12 millions de morts. 12 millions. Vous êtes à Kinshasa, vous dansez. Donc ça signifie que ça c'est une élite de mercenaires. Les Congolais réels, les véritables Congolais, ne peuvent pas accepter ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa ici, qui ont péri leurs frères, leurs soeurs, leurs mères dans cette guerre-là, à l'est du Congo. Demandez aux gens. C'est quelle inconscience? Ça va durer pendant combien de temps? De toute façon, ça fait partie de l'histoire d'un peuple. Les Congolais finiront par récupérer ces territoires occupés par le Rwanda, l'Ouganda, avec la complicité des multinationales, parce que ce qui les intéresse, c'est comment piller les minéraux. Tous les minéraux qui sont pillés, ça passe par Kigali, et puis ça part en Occident. Ce sont les entreprises occidentales qui tirent les ficelles et qui ont l'argent, qui ont les bénéfices. Les peuples rwandais pauvres, allez à Kigali, il y a des pauvretés terribles. On va vous dire, non, Kagame, Museveni, pardon, Kigali, c'est le modèle. Vous savez, j'étais en Tunisie avant que le président ici, les derniers présidents tombent. Quand il y a eu le printemps arabe. Le printemps arabe. Oui. J'étais parti en reportage. Il y avait les élections présidentielles. Il avait gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On disait la Tunisie, c'était un modèle, c'était un pays émergent. J'ai des amis qui ont publié des livres sur ça. Dès que Ben Ali est tombé, elle est en Tunisie aujourd'hui. Une catastrophe. Il faut se méfier quand les étrangers commencent à vous dire que vous êtes les meilleurs. Il faut se méfier. Donc ce qui est arrivé à la Tunisie, ça va arriver à Kigali. Les jours où Kagame sera appelé au pouvoir, on verra la véritable face du Rwanda. Alors, vous parlez de la guerre, il faut faire la guerre au Rwanda, il n'y a pas d'autre alternative. Est-ce qu'on en a les moyens?
Madame, on fait la guerre, c'est d'abord la volonté de puissance. Vous connaissez l'histoire du Vietnam. Les Américains ont mené toutes les bombes. L'Amérique a fui, n'a pas gagné les Vietnamiens. Parce qu'il y avait la volonté de liberté, la volonté d'indépendance, la volonté de puissance, de ne pas accepter de devenir esclave des autres. Un autre pays, Afghanistan. Les Américains étaient là-bas, tout l'Occident était en Afghanistan. Ça terminait comment? Ils ont fui, non? Les jours où le peuple congolais va décider de se prendre en charge, de prendre son destin en main, madame, tous ces gens qui font croire qu'on est faible finiront par fuir. Et ça va arriver. Ça prendra du temps, mais ça va arriver. Nous ne serons plus ni esclaves des Rwandais, ni esclaves des Ougandais, ni esclaves des Occidentaux. C'est fini. Peut-être nous nous battons, mais nos petits-enfants, nos petits-enfants qui vont venir, ne vont pas accepter. Vous voyez la résistance qui est à l'Est là. Normalement, après 20 ans, le Rwanda devrait annexer le Kivu. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Le peuple résiste. Et Kagame doit savoir, son avenir est sombre. Et les Rwandais, tous qui sont en complicité avec le régime de Kagame contre le Congo, payeront. Vous savez, c'est tout un cimetière hein, à l'Est là. Tout un cimetière, 10 millions de morts. Vous pensez que les gens vont oublier? À quand les mémorials au fait pour nos victimes? Nous espérons après l'élection présidentielle. Nous espérons. Après cette élection ici, on espère. Ériger un mémorial pour on va le faire. Victimes. Parce que pour le moment, il y a trop de traîtres, trop de mercenaires au pouvoir. Et quand vous voulez commencer à parler, oh, attention, l'Occident va te sanctionner. Après l'élection ici, 2023, je pense que nous aurons au Parlement de nouvelles personnes, donc de nouveaux députés. Nous aurons un président qui va travailler avec de nouveaux députés. Donc, la politique va changer. Il y aura trop peu de mercenaires. Vous êtes sûr? Je suis confiant parce que le peuple congolais se reconnaît dans ses élites. Raison pour laquelle ces élections ici doivent être libres et transparentes. Il faut contrôler pour que les gens ne trichent pas. Soit très clair. Je rappelle que vous-même, vous êtes candidat. Je suis candidat. J'ai décidé. À la députation nationale. Oui, oui, j'ai décidé d'entrer en politique. Parce qu'on en a marre. Vous savez, on a fait des études. Moi, j'ai fait le tour du monde. Quand on regarde, on revient au Congo, on regarde le niveau de la misère, la pauvreté, l'insécurité et l'humiliation. Je dis non. Ça vous révolte? Non. Non. Ça me pose une question d'existence. Faudrait-il rester dans un bureau, manger, dormir et laisser les autres mourir? Donc, nous entrons, j'entre en politique. Je suis candidat à Lukunga pour qu'on change notre société. Il faudrait que ceux qui comprennent, qui sont encore lucides, entrent en politique. On ne peut pas avoir un parlement plein de traîtres et quelquefois des illettrés. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui ont étudié, qui pensent que notre peuple souffre, doivent aller au Parlement. Un. Et deux, et ceux qui votent aujourd'hui doivent voter les personnes qui sont ni voleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont détourné des millions, ils vont encore les corrompre, qui sont ni traîtres, c'est qui ont trahi le Congo. Donc il faut que la population les sanctionne. Si quelqu'un est en complicité avec les Rwandais, il doit être sanctionné. Et chaque candidat doit prendre position contre les Rwandais. Donc si vous voyez un candidat qui ne prend pas position contre les Rwandais, il est complice. Mais il n'y a pas seulement que les Rwandais, les multinationales. Tous ces candidats qui viendront avec l'argent de l'étranger, si on vous donne l'argent, vous les bouffez, mais vous ne votez pas pour eux. Donc nous faisons l'erreur. Vous estimez qu'il y a des candidats des multinationales? Mais ils sont nombreux. Mais, madame, reprenez l'histoire. L'affaire de Genève. Vous avez oublié? Genève, c'était les matchs allés. Où Félix Tshisekedi et Kagame se sont retirés. Ce qui se passe maintenant,
c'est le match retour. Donc, ceux qui étaient à Genève ont encore construit notre équipe pour mettre la main sur le Congo. C'est tout. Donc, si les Congolais ne sont pas conscients, ne se prennent pas en charge, c'est fini pour nous. Ils vont mettre... Le problème du Congo, c'est quoi? Depuis que le Congo est créé, en 1887, on a décidé, à la tête du Congo, qu'il y ait des gérants, pas des chefs d'État. Donc, quand vous commencez à dire non, on commence la guerre. Quand vous dites non, vous êtes assassiné. C'est le cas de Mzee Lumumba, vous parlez de Mzee Kabila, c'est le cas de Lumumba. Parce qu'ils ont dit non, ils ont été assassinés. Quand on dit non, on crée des guerres. Vous quittez il y a aussi RCD, AFDEL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2. Mais qui sont derrière? Ce sont ces gens qui étaient à Berlin en 1885, qui estiment que le Congo leur appartient. C'est un réservoir mondial. Non, pas mondial, pour eux. Donc, les matières premières là, c'est pour eux, avec leurs petits-enfants. Pas pour nous. Voilà pourquoi on ne peut pas accepter que ce Congo soit libre. Donc, il faut qu'on apprenne à se battre. La liberté a un prix. Et pour cela, il faut que des élites qui comprennent. Il faut que les médias qui font du bon travail éduquent le peuple. Donner l'information vraie au peuple. Pas mettre la musique et la religion à tout moment. Parce que quand vous voyez vos télévisions, il y a trop de musique et trop de religion. Or, la musique, ça fait danser, vous oubliez la réflexion. Et la prière, c'est bien de prier, mais l'excès nuit. Et ça devient l'opium du peuple. Donc c'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai, il faut danser, mais il y a des moments où on ne peut pas danser, on se bat. C'est vrai, il faut prier, même Dieu ne va pas tomber du ciel pour vous sauver. Vous devez vous battre aussi. Donc c'est le travail de la presse, des journalistes, d'aider notre peuple. Le travail des intellectuels, d'orienter notre peuple. Mais pour le moment, je peux vous dire, madame, ce qu'on a comme classe politique, comme élite, n'est pas à la hauteur des enjeux. On a trop de jouisseurs. Il faudrait, à travers cette élection, qu'on nettoie un peu les écuries. Monsieur Freddy Mulumba, on vous recevra dans d'autres tribunes pour parler de votre candidature, de votre vision. Là, on tend vers la fin de cette émission. En quelques lignes, qu'est-ce que l'opinion devrait retenir de ce qui se passe dans l'Est du pays? Y a-t-il une lueur d'espoir? Il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que notre peuple, dans l'histoire, a toujours résisté. Il y a l'espoir parce qu'à un moment donné de l'histoire, les élites prennent conscience, se sacrifient. Il y a l'espoir parce que l'Occident, qui avait le monopole de la violence et de l'argent, est en train de s'effondrer. Il y a l'espoir parce qu'il y a d'autres cultures, d'autres civilisations qui émergent. Mais tout dépend de nous. On peut raccourcir les souffrances ou bien les allonger. Si nous décidons aujourd'hui de changer la donne, le peuple, l'armée, ceux qui sont au pouvoir, les choses vont changer. Mais si on ne les fait pas, ça prendra du temps. Mais il y aura des changements positifs. Mais cela ne suffit pas aussi qu'il faut être un peu très prudent. J'ai peur que le Congo soit sur les traces de l'Haïti. Vous connaissez Haïti? C'est un pays de Noirs. Ça fait 200 ans qu'ils sont indépendants. Plus de 200 ans. Ils sont dans quel état? Ça m'a crainte. Que le Congo ne soit pas un deuxième Haïti. Donc, on espère qu'on va relever quand même les défis. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. Et en passant, j'aime bien votre cravate. Vous avez une jolie cravate. Madame, c'est pour annoncer le combat. Ceux qui pensent que les Congolais vont croiser les bras se trompent. Donc, j'ai mis cette cravate. Sur quel thème vous avez axé votre bataille pour entrer à l'hémicycle? Mais vous connaissez, c'est la défense de l'intégrité territoriale, non à la balkanisation. Oyo, Ezali, Kamboya, Mabele. Ok, d'accord. On aura le temps d'en parler dans d'autres tribunes. C'est la fin de ces 45 minutes. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'on recevait ce soir M. Freddy Mulumba, qui est journaliste, politologue et écrivain également. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.